Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé le 30 décembre 2025, ce n'est pas une simple querelle diplomatique. C'est un signal brut, un message envoyé au monde entier. Deux États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, viennent de poser un geste que beaucoup n'osent jamais poser face à une grande puissance, la réciprocité totale. En clair, si les États-Unis ferment la porte, alors la porte se ferme aussi, dans l'autre sens. Et derrière cette décision, il y a une réalité plus lourde. L'Afrique de l'Ouest et Washington ne parlent plus le même langage. D'un côté, on vous parle de sécurité, de contrôle, de vérification. De l'autre, on vous parle de dignité, de souveraineté et de fin du mépris. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Selon les informations structurées dans les sources, tout commence réellement le 16 décembre 2025. L'administration de Donald Trump publie une proclamation qui annonce un durcissement drastique des restrictions d'entrée aux États-Unis. Et là, 3 pays sahéliens se retrouvent projetés dans une catégorie extrêmement sensible. Burkina Faso, Mali, Niger. Le mot central, c'est restriction totale de visa. Et quand un État vous colle ce label, ce n'est pas un détail technique, c'est une classification politique. Les autorités américaines justifièrent la décision par une prétendue insuffisance d'informations pour la vérification sécuritaire. Formule classique, suffisamment vague pour être incontestable, mais suffisamment lourde pour produire des effets concrets. Et côté sahélien, la perception est immédiate. Bamako et Ouagadougou voient dans cette annonce une décision unilatérale, sans concertation, vécue comme un outil de pression et un affront. Parce que dans les faits, restriction totale, ça veut dire même les visas d'études peuvent être bloqués, les visas d'affaires deviennent presque impossibles, les visas touristiques peuvent être refusés de manière systématique. Et dans l'imaginaire collectif, être rangé dans la même zone que certains pays déjà fortement sanctionnés, c'est interprété comme une tentative d'humiliation diplomatique. Ce chapitre est crucial parce qu'il révèle une méthode, la diplomatie par la porte d'entrée. Quand on veut sanctionner sans déclarer une sanction, on ne coupe pas forcément l'aide, on ne bombarde pas, on ne rompt pas les relations, on fait plus discret, on bloque la mobilité. Or, la mobilité, c'est le nerf des élites, des entrepreneurs, des étudiants, des familles, des échanges. Donc ce n'est pas un problème administratif, c'est une manière de dire « vous êtes des États de seconde zone et on contrôle qui a le droit de respirer dans notre espace ». C'est pour ça que la réponse sahélienne ne pouvait pas rester symbolique. La riposte du 30 décembre ne tombe pas du ciel. Les sources présentent l'année 2025 comme une montée progressive des frictions. Premier moment clé, octobre 2025. Les États-Unis tentent d'imposer un programme où les demandeurs de visa maliens devraient fournir des cautions financières énormes, entre 5 000 et 15 000 $. On parle de montants qui, pour une grande partie de la population, sont tout simplement inaccessibles. Donc ce n'est pas une mesure de contrôle, c'est un filtre social, seuls les très riches passent. Et là, un élément important apparaît. Le Mali évoque la possibilité d'appliquer la réciprocité. Washington recule à ce moment-là. Ensuite, selon les sources, d'autres signaux s'accumulent. Washington multiplie les appels à ses ressortissants pour quitter le Mali en invoquant la dégradation sécuritaire, une pénurie de carburant, des attaques terroristes. Et Bamako, de son côté, interprète ces messages comme une manœuvre psychologique. Faire croire que l'État est au bord de l'effondrement, accentuer la peur, isoler diplomatiquement. C'est un jeu d'images autant qu'un jeu de terrain. Le point central ici, c'est la guerre des narratifs. D'un côté, Washington construit un récit, zone instable, risque élevé, information insuffisante, prudence maximale. De l'autre, Bamako répond, vous utilisez la sécurité comme prétexte. Dans ce type de crise, la vérité brute compte, mais le récit compte autant que la vérité, parce que le récit décide qui a la légitimité, qui est fréquentable, qui peut attirer des partenaires, des investisseurs, des ONG, des projets. Et si un pays est tagué toxique, il paie un prix énorme sans qu'aucun traité ne soit officiellement rompu. Donc oui, la tension de 2025 ressemble à une préparation. On ne frappe pas un coup, on installe un climat. Le 30 décembre 2025, le Mali et le Burkina Faso décident de répondre ensemble. Au Mali, le ministère des Affaires étrangères annonce l'application immédiate du principe de réciprocité. Désormais, un citoyen américain qui veut entrer au Mali devra remplir des conditions équivalentes à celles imposées aux Maliens pour entrer aux États-Unis. Message, vous ne pouvez pas nous traiter autrement que vous vous traitez vous-même. Le Mali ajoute, selon les sources, que l'argument sécuritaire utilisé par les États-Unis est en contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain. Au Burkina Faso, le ministre Karamoko, Jean-Marie Traoré, publie un communiqué dans la même logique, mais avec une insistance plus appuyée sur la souveraineté, la dignité, l'égalité souveraine des États. Ouagadougou explique en substance « Nous ne refusons pas la coopération, nous refusons la hiérarchie ». Et c'est là que tout change. Ce n'est plus un désaccord sur une procédure.
C'est une rupture sur le principe même de la relation. La réciprocité, ce n'est pas une vengeance, c'est une doctrine, le respect par symétrie. Quand deux États ne peuvent pas s'imposer le respect par l'amitié, ils le font par l'équilibre. Et ce geste a une portée symbolique énorme parce qu'il inverse l'habitude. D'habitude, c'est l'État puissant qui dicte et l'autre qui encaisse. Ici, le Sahel dit « Vous avez le droit de contrôler vos frontières, nous aussi ». C'est simple, rationnel, difficile à contester. Mais ça a un coût. Cela peut refroidir des ONG, des experts, des projets. Cela peut déclencher plus de pression. Cela peut amplifier l'isolement si d'autres partenaires ne compensent pas. Donc ce chapitre marque un pari. Mieux vaut une relation dure mais respectueuse qu'une relation ouverte mais humiliante. Selon les sources, on ne peut pas comprendre cette riposte sans parler de la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, AES. D'abord, la coordination politique. Le 23 décembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré prend la présidence de la Confédération à Bamako et le discours annoncé est sans ambiguïté. La dynamique sahélienne se veut offensive, assumée. Ensuite, l'autonomie financière. L'AES met en avant la création de la BID AES, une banque confédérale censée financer des projets sans dépendre des circuits internationaux traditionnels. Et enfin, le choc de narratif. Washington dit sécurité. L'AES dit prétexte et parle de motivation politique liée à un changement d'alliance et de partenaire. Autrement dit, le visa devient l'expression visible d'un désaccord invisible. Qui influence la région et avec quel partenaire ? Le cœur du problème est là. Les États sahéliens cherchent à dire « nous choisissons nos partenaires ». Et certaines puissances, historiquement installées dans la région, ne veulent pas perdre la main. Donc on assiste à une transformation. La diplomatie n'est plus une politesse, c'est une recomposition stratégique. Créer une banque, créer une confédération, coordonner des réponses, c'est une manière de construire des instruments d'État à l'échelle régionale. Mais attention, l'autonomie déclarée ne suffit pas, il faut l'autonomie réelle. Et pour l'autonomie réelle, il faut des financements, des routes commerciales, des alliances solides et une stabilité suffisante pour que les projets survivent. L'AES joue gros, elle revendique l'indépendance, donc elle devra prouver la capacité. Les sources présentent la réciprocité comme le symbole d'un pivot. En touchant à la question des visas, le Sahel assume une réorientation. D'abord, une ouverture annoncée vers la Chine. L'année 2026 est décrite comme une année d'échanges sino-africains renforcés, notamment entre le Burkina Faso et la Chine, sur le plan humain et culturel. Ensuite, un rapprochement évoqué avec la Russie, présenté comme un autre horizon stratégique. Et enfin, une dimension idéologique. Les sources parlent d'un héritage, d'un message dans l'esprit de Thomas Sankara, 1986, refuser la tutelle et réinventer l'indépendance. Au fond, ce geste dit « Nous n'acceptons plus d'être classés, triés, filtrés, humiliés. » Reconfiguration. Cette phase est la plus délicate. Parce que la multipolarité, ce n'est pas seulement changer de drapeau. C'est savoir négocier sans naïveté avec plusieurs pôles à la fois. Le risque, c'est l'isolement. Si vous vous fermez aux uns sans sécuriser des alternatives concrètes, vous subissez plus que vous ne contrôlez. L'opportunité, c'est la reconfiguration. Si vous diversifiez intelligemment vos partenaires, vous réduisez la dépendance et vous imposez la négociation. Donc la question finale est simple. La réciprocité est-elle une étape vers le respect ou vers une escalade ? Aujourd'hui, on n'est plus dans un débat de visa, on est dans un débat de statut. Le Sahel demande égalité. Les États-Unis répondent sécurité. Et au milieu, il y a la réalité la plus brutale. Quand une grande puissance ne vous respecte pas, vous avez deux options. Vous courbez l'échine pour rester dans le système ou vous assumez le bras de fer pour exiger d'être traité d'égal à égal. Le Mali et le Burkina Faso ont choisi la deuxième voie. Reste à voir si Washington va revoir sa posture ou durcir encore le ton.